Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle aventure. Alors, cette vidéo vient en complément de celle que j'avais sortie la semaine dernière et qui parle de la forêt amazonienne et de ma visite de la ville de Leticia et de ses alentours. Si vous ne l'avez pas encore vue, pas besoin de le faire tout de suite, regardez déjà celle-là et puis allez la voir après. Et je vous préviens, aujourd'hui ça va être assez intense puisque je vais vous raconter mes 5 jours de survie dans la forêt amazonienne. Donc pour resituer un peu le contexte, je me trouve à Leticia, une ville qui n'est accessible que par avion et qui se trouve au cœur de l'Amazonie colombienne. Après avoir fait quelques excursions dans la jungle et sur les affluents de l'Amazone, j'ai ressenti le besoin de me lancer un défi encore plus grand pour essayer d'apprivoiser au mieux cette forêt si mystérieuse. J'ai donc réservé un tour de 5 jours avec pour objectif d'en apprendre plus sur la survie dans ce milieu. L'hostel où je logeais m'a donc mis en contact avec 2 guides issus des communautés locales qui étaient prêts à me faire découvrir leur mode de vie. Je vous propose donc, sans plus attendre, de découvrir le récit de mes 5 jours de survie dans la forêt amazonienne. Au départ du premier jour, mon taxi me dépose au bord d'une route déserte en plein milieu de la jungle. Là m'attendent mes 2 guides, Chris et son père Simon, qui sont issus de la tribu Tikuna, une communauté autochtone qui se trouve à quelques heures de bateau de Leticia. Ils ont passé toute leur vie dans la jungle et j'aurai la chance de bénéficier de leurs enseignements durant les 5 prochains jours. Juste le temps de faire les présentations et de finir de m'équiper, et c'est sous une pluie battante que nous nous engageons dans une forêt dense en face de nous. Tout de suite, Chris me donne ma première leçon, comment se repérer et se diriger dans la jungle. En fait, à cause de la canopée et des nuages, le soleil n'est souvent pas un bon allié pour se repérer, et mes 2 guides cassent régulièrement des branches sur notre chemin afin de retrouver nos pas en cas de besoin. Si je me perds, la meilleure solution reste encore de trouver une rivière et de la suivre jusqu'à trouver une trace de vie humaine. Alors que Chris est en pleine explication, je sens soudain qu'il se fige et que son regard commence à scruter la végétation environnante. Je tends l'oreille et j'entends un bruit au loin comme une respiration haletante. Après quelques dizaines de secondes comme ça à écouter la forêt, il me lâche dans le plus grand des calmes. Je crois que c'est un jaguar. Je sens l'excitation qui commence à monter, mais elle sera de courte durée puisque Simon nous fera très vite remarquer qu'en fait il s'agit d'une rivière qui passe pas très loin. En tout cas, cette première petite alerte m'aura fait prendre conscience que le roi de la jungle peut rôder dans les parages et qu'il n'est pas impossible qu'on le recroise plus tard. Après 3 heures de marche, nous arrivons enfin à notre campement de base, une cabane construite par Chris et son père où nous pourrons poser nos affaires et étendre nos hamacs. L'endroit me plaît tout de suite et j'ai l'impression d'avoir trouvé un petit oasis perdu avec piscine privée, s'il vous plaît. Une fois la nuit tombée, on retournera dans la jungle pour essayer d'apercevoir quelques serpents. Malheureusement, ils sont très bien cachés et on rentrera bredouille pour se raconter quelques légendes autour du feu. Simon me parle beaucoup du jaguar, mais étrangement, ça n'a pas l'air d'être un animal qui lui fait particulièrement peur. Par contre, il m'explique qu'il y a des espèces bien plus dangereuses qui se cachent autour de nous. Il m'explique par exemple l'histoire du bouri-bouri, une espèce de singe qui serait capable de venir hypnotiser les hommes, de les endormir et ensuite de venir les dévorer à plusieurs. Le bouri-bouri serait un grand singe à moitié imberbe avec les yeux injectés de sang. Moi, quand il me raconte ça, bien sûr, je rigole de nervosité, mais je comprends très vite à son air que pour lui c'est quelque chose de très sérieux et j'espère donc ne jamais me retrouver face à face à un bouri-bouri. Le 2e jour commence aux aurores. Après un bon petit déjeuner, Chris et Simon m'emmènent dans la jungle pour me donner ma première formation, construire un abri dans les arbres. Pour cela, nous avons uniquement besoin de troncs et de lianes, et une fois ces ingrédients récoltés, on commence tout de suite à construire une échelle entre 2 arbres. L'objectif est de monter à 4 ou 5 mètres de haut et ensuite construire une plateforme où poser son hamac pour ainsi être protégé des prédateurs. Il nous faudra environ 30 minutes pour construire chaque installation et je peux vous dire qu'au moment de les tester, je ne fais pas le fier. Bon, et ben finalement on a fait un duplex.
vrai, il me faudra quand même un peu de temps pour faire confiance à ces installations de fortune, mais force est de constater que c'est très solide et en plus ça permet de prendre un peu de hauteur pour observer la jungle. En milieu d'après-midi, on retourne se reposer au campement et on finira la journée par aller pêcher notre repas du soir. Au troisième jour, quand je me réveille dans mon hamac, je dois bien avouer que je me sens de plus en plus en harmonie avec mon nouvel environnement. Les conditions de vie sont simples et rustiques, mais je ne manque de rien. Cette fois-ci, Chris et Simon m'emmènent marcher dans la jungle avec pour objectif trouver de quoi manger. Il s'agira surtout de fruits et de racines, mais absolument tout ce que je goûte est une nouvelle découverte gustative. Autre fruit très difficile à trouver, qui ressemble un peu à une mûre mais qui a un goût très doux. C'est très très mou et ça pousse au sommet des arbres hauts aussi. Il existe en fait dans la jungle une grande variété de fruits qui changent en plus au fil des saisons. Il y a du sucré, de l'acide, de l'amer et même certains qui me font carrément penser à du cheesecake. On ne risque donc pas de mourir de faim, mais la grande difficulté reste encore d'aller chercher ces denrées au sommet des arbres, ce que je suis bien incapable de faire. Pour Chris, c'est un jeu d'enfant de monter à 20 mètres de haut et tout ça à main nue. En chemin, j'apprends aussi à faire du feu en récupérant la sève d'un arbre particulièrement flammable. Ok, donc là on a la résine de l'arbre qui permet de faire le feu. On va tout de suite essayer de voir si ça marche. L'après-midi, on retourne en forêt pour continuer à s'entraîner à construire des abris, et cette fois-ci, j'ai une idée qui me trotte dans la tête. J'ai la bonne idée de décider de rester à cet endroit pour y dormir seul pendant la nuit. On y installe donc un petit lit en rondin de bois et Chris me taille quand même une lance en me disant « Normalement, il ne devrait rien t'arriver, mais bon, il faut toujours être prêt à se défendre. » La nuit tombe, je suis seul dans ma cabane et là commence l'un des moments les plus flippants de ma vie. En fait, il fait noir complet et autour de moi, il y a mille et un bruits qui viennent des insectes, des oiseaux, de la rivière et j'en passe. J'arrive à me rassurer en identifiant chacun de ces bruits dans ma tête et en me disant qu'ils ne sont pas dangereux, mais bon, ça reste qu'il y a toujours des choses qui tombent des arbres ou des animaux qui passent au loin qui me font ouvrir les yeux en sursaut. Avec cette technique, j'arrive quand même à m'endormir, mais mon instinct de survie me fait me réveiller quand même plusieurs fois pendant la nuit. Et c'est au cours de l'un de ces réveils que je vais entendre un bruit qui commence à être un peu trop familier, un espèce de halètement un peu rauque qui ressemble à un ronronnement. Alors j'avoue que sur le moment, je fais un peu un déni dans ma tête et je me dis que c'est soit un rêve, soit le vent et je me rendors quasiment automatiquement. Je viens de me réveiller de ma première nuit seul au plein milieu de la jungle. Et quelle expérience hein. Du coup hier quand je suis allé me coucher j'avais quand même un peu d'appréhension, un peu d'anxiété. Puis voilà, en vrai j'ai encore assez bien dormi même si je me suis réveillé quand même plusieurs fois pendant la nuit à cause de bruit qui me réveillait. Heureusement j'ai pas eu de visite ici autour de la cabane. En tout cas je crois pas. Le jaguar n'est pas venu, ça c'est déjà un bon point. De toute façon j'avais au pire ma lance et ma machette pour me défendre, hein, mais bon, heureusement j'ai pas eu besoin de les utiliser. Et puis là vous le voyez, il pleut. Il pleut et en vrai la cabane est vraiment étanche quoi. J'ai aucune goutte d'eau qui me tombe dessus. Donc ça c'est validé. Et puis voilà, on va se lever gentiment et commencer une nouvelle journée de survie au plein milieu de la jungle. Et c'est le lendemain matin, quand je retrouverai Simon et Chris, que je comprendrai ce qui s'est réellement passé, quand ils me demanderont « Tu as entendu le jaguar hier soir ?» Oui. Bon, après coup, il m'explique quand même que le jaguar, c'est en fait un animal assez lâche. Il s'attaque surtout à des petits animaux qui ont l'air assez faibles et qui s'écartent de leur groupe, ce qui était un peu mon cas quand même. Et il s'attaque très rarement à l'homme, et surtout s'il le fait, ce sera de dos. Il finira quand même par me rassurer en me disant que si le jaguar est passé me voir, c'était surtout une façon pour la forêt de venir me saluer. Bref, après le petit déjeuner, on rassemble nos affaires et on décide de quitter le campement pour aller bivouaquer sur le chemin qui nous ramènera à la civilisation le lendemain. En fin d'après-midi, on trouve l'endroit idéal pour construire notre cabane et on débute le montage.
1 heure plus tard, la construction est terminée et on devrait passer la nuit en hauteur, protégé de tout prédateur. Enfin, presque, parce que tout d'un coup, je remarque que Chris et Simon sont silencieux depuis quelques minutes et qu'ils ne lâchent pas du regard la cime des arbres. Je regarde aussi, mais ne vois ni n'entends rien. Je finis par leur demander ce qu'il se passe, et c'est là qu'ils me répondent d'un air très sérieux. On est en danger, il ne faut pas rester là. Et là, dans ma tête, ça fait tilt. S'ils n'ont pas peur du jaguar, qu'est-ce qui pourrait bien les inquiéter à ce point-là? Eh bien, je vous le donne en mille, en fait, ils ont entendu le bourri-bourri, le fameux singe hypnotiseur et mangeur d'hommes. On va pas pouvoir rester dormir ici ce soir, parce qu'apparemment il y a une tribu de singes assez dangereuse qui est pas loin. Donc d'après mes guides c'est pas très sûr, parce que c'est des singes qui peuvent nous attaquer, donc autant ne pas rester ici. Alors je vous avoue que pour moi à ce moment-là c'est toujours une légende, mais c'est vrai que eux ils ont l'air de pas du tout me faire une blague et ça les met vraiment en panique. Et de toute façon c'est eux qui connaissent le terrain, donc je vais suivre ce qu'ils me disent de faire. On abandonne donc notre campement pour continuer la marche et aller dormir plus proche de leur village. Le lendemain, dernier jour du tour, je passerai la journée avec les familles de Chris et Simon dans une atmosphère beaucoup plus tranquille. J'apprendrai notamment à cuisiner l'açaï, qui est une petite baignoire qui pousse sur des palmiers et qui est très appréciée dans la région sous forme de jus, de confiture ou de crème. Après ça, retour à Laetitia en pirogue, et c'est comme ça que se terminent mes 5 jours de survie dans la forêt amazonienne. Bon, alors vous vous doutez bien que la première chose que j'ai fait quand je suis arrivé dans mon hostel, c'est d'aller me renseigner pour savoir si j'avais vraiment failli me faire dévorer par des singes avec des jus injectés de sang. J'ai donc regardé sur internet, j'ai aussi demandé aux gens qui travaillaient dans mon hostel, et malheureusement, j'ai le regret de vous annoncer que je n'ai pas trouvé de réponse. En fait, il y a bien quelques légendes en Amazonie qui se rapprochent de celles du bourri-bourri, mais je n'ai trouvé aucune preuve qui affirmait ou infirmait son existence. Je ne peux donc toujours pas, à l'heure actuelle, vous dire avec certitude que cet animal n'existe pas. Bien entendu, si des gens ont des informations sur le sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Dans tous les cas, je garde des souvenirs incroyables de cette expérience, et même si bien sûr je ne serais pas capable de survivre tout seul dans la forêt amazonienne après ces 5 jours de formation, c'est quand même déjà magique d'avoir été autant en contact avec la forêt et ses secrets. Je tiens vraiment à remercier mes guides Chris et Simon qui ont été géniaux et qui avaient vraiment à cœur de me transmettre leur savoir. D'ailleurs, ils me répétaient souvent « Il faudra que tu montres ces connaissances à tes amis en Suisse pour qu'elles ne s'oublient pas. » Et je crois que c'est sur ces quelques mots que j'ai envie de terminer cette vidéo. J'espère vraiment que vous aurez la chance de vous rendre un jour en Amazonie parce que c'est vraiment un endroit qui est à part sur notre planète. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine aventure. Ciao!